Et donc nous allons maintenant accueillir Sandrine Eugène qui va parler au nom du département du Loiret, qui va remettre tout ça en perspective, où on en est dans le Loiret concernant toute cette mobilité alternative. Et il n'y a pas d'autre don, donc c'est bien. On est dans la sobriété, Sandrine. Merci. Ça marche, vous pouvez la prendre. Merci. Alors bonjour à tous. Alors comme le disait le président Billot tout à l'heure, j'excuse monsieur le président Marc Godet, mais également le vice-président Hervé Gora qui est en charge de ces thématiques qu'on va essayer de développer. Donc la transition est plutôt bien faite avec la... On y gagne, on a une femme, micro, on y gagne. Ah, il y avait Karine tout à l'heure aussi. Mais pour le département. Ah oui, merci. Alors, la transition avec la Vendée est plutôt intéressante là sur la deuxième partie, mais vous allez voir qu'on va essayer de balayer un peu tous les sujets, parce que l'avitaillement c'est aussi un sujet pour le département du Loiret. D'ailleurs, le président Marc Godet a rencontré la Vendée pas plus tard qu'au mois de juin, donc il y a beaucoup de convergence là dans ce que vous avez entendu. Bien entendu, on n'en est pas au même niveau, ils sont très en avance, et puis ils ont un territoire aussi, hein, l'océan leur permet d'avoir de la production éolienne qui est assez importante, un territoire aussi, on en parlait tout à l'heure avec Karine, sur la production de méthaniseurs, hein, qui, je crois, à l'échelle de la région Pays de Loire est 2 fois plus importante que celle de la région Centre-Val de Loire. Donc on ne joue pas tout à fait dans les mêmes volumes. Ceci étant, c'est un territoire inspirant pour nous. Alors, sur la... Et magique. Et magique, oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, peut-être juste pour cette prise de hauteur, le département et Marc Godet a souhaité en 2022 travailler sur la décarbonation de nos déplacements à l'échelle du territoire du département. Et effectivement, s'est engagé un schéma directeur des mobilités qu'on a travaillé énormément avec les EPCI, donc les communautés de communes, d'agglomération et la métropole, et puis aussi beaucoup d'usagers, d'associations d'usagers. Donc là, en reprenant un peu les sujets développés pour le transport et notamment par Géodis, l'idée pour nous, c'est un peu de développer des hubs de mobilité. C'est-à-dire que les gens vont avoir, on parlait de mixité énergétique, mais aussi de mixité de déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne va pas pouvoir prendre son vélo pour aller travailler, pour aller déposer les enfants, mais peut-être qu'on va faire une partie en voiture, une partie en covoiturage et éviter le soliste dans son véhicule tout seul au volant, et peut-être terminer les derniers kilomètres à vélo par exemple, ou alors en intermédiaire, on a bien sûr les bus. Donc là, vous avez une cartographie qui aujourd'hui en fait est en train d'être stabilisée. On a un comité de pilotage d'ici la fin de l'année. Et peut-être passer sur la slide d'avant, parce que je me vois Monsieur Larcheron qui commence à plisser les yeux, et celle-ci est un peu plus complète. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir des hubs de mobilité, des points nœuds multimodaux, sur lesquels on va pouvoir avoir du covoiturage, du stationnement sécurisé pour les vélos. Maintenant, les Loiretains sont souvent équipés de vélos électriques, donc le vélo électrique, on ne le laisse pas sur un arceau comme on peut laisser les vélos classiques, donc il lui faut des abris sécurisés. On travaille aussi, vous allez voir, sur les IR, hein, sur les bornes de recharge de véhicules électriques, et il y a peut-être un slide qu'on sautera parce que M. Sokolov, qui a fait sa présentation très détaillée, je n'oserais pas revenir sur tout ce qu'il a pu détailler. Donc effectivement, l'idée c'est d'avoir ce maillage au sein de l'ensemble du territoire, d'aller couvrir, on va dire 100% des collèges, objectif du président, mais aussi d'aller couvrir 97% des entreprises qui ont plus de 20 employés aussi avec ces points multimodaux à moins de 10 km en fait de ces sites d'activité. Sandrine, vous pouvez dire quand même au département que nous dans le secteur, les pistes cyclables, c'est vraiment pas terrible, c'est super dangereux de faire du vélo en fait. Pour nous, ici, dans ce coin-là. Hein. Ouais. Non, c'est On est d'accord, monsieur Larcheron? Tout à fait d'accord. Moi aussi. Moi, du côté de Châteaudun, c'est... Il faut aussi propre. Voilà. Et pas question forcément de couper des arbres pour faire des pistes cyclables. Aussi. Oui, et puis il y a le foncier agricole aussi qu'il faut préserver. Enfin voilà, tout ça c'est un équilibre. Compliqué, hein. Donc soit on arrive effectivement à aménager des routes existantes qui ont des trafics assez peu importants. Alors tout ça c'est partenarial puisque le département il est propriétaire de routes départementales. Les EPCI ont parfois pris des compétences mobilité. Alors c'est assez compliqué pour peut-être le monde de l'entreprise de comprendre. C'est pas important et les communes, de compétences. Les communes qui voudraient faire quelque chose disent bah oui mais je peux pas parce que c'est départemental. Voilà.
Donc c'est pour ça que l'idée pour le département, c'est de co-construire ce schéma des mobilités avec des grands axes structurants sur la partie cyclable. On a ce fameux triangle qu'on appelle nous le triangle d'eau, hein, qui était à vocation touristique au départ, hein, le canal du Loing avec la véloroute, le canal d'Orléans qui est en train d'être aménagé d'ici à la fin de l'année prochaine, et puis bien sûr la Loire à vélo. Donc ça c'est la base, c'est un peu le pilier. Il sert aussi pour du domicile-travail, mais tout ça il faut le raccorder parce que là on ne va pas desservir les zones d'activité, ni forcément les zones les plus densément peuplées. Donc on va mailler, mais tout ça va se faire de manière partenariale. On a déjà des projets qui sont lancés dès l'année prochaine sur la partie cycliste. Et il faut aussi accompagner aussi ces changements de partage de la route, ce qu'on le disait tout à l'heure. À la fois l'usager vélo, il a son propre comportement, il faut aussi qu'il réapprenne dès petit. Hein. C'est pour ça que nous, dans les collèges, on fait beaucoup d'interventions avec la prévention routière et des associations d'usagers cyclistes pour aussi appliquer ça aux enfants, parce que souvent ils n'ont pas fait de vélo. Une partie de cette génération-là qui n'a pas forcément fait de vélo, qui n'a surtout jamais entretenu un vélo d'ailleurs. Donc il y a tout cet apprentissage-là à remettre sur la table, et puis l'automobiliste il doit apprendre à partager la route. Et tout ça, ça va passer. Et le routier, d'autant plus. C'est pour ça qu'il faut choisir ses axes, et en fonction du trafic poids lourd, on n'aura pas toujours le même type d'aménagement, c'est important. Donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, mobilité, avec une mixité de possibilités de déplacement. Ça c'est l'ambition du département à l'horizon 2040. Et ça s'accompagne avec plusieurs volets. Donc on parlait de la mobilité douce, il y a la mobilité partagée avec le covoiturage, la mobilité propre, et là on va revenir sur le sujet de l'avitaillement, parce que ça c'est important. Et puis la mobilité évitée, alors ça c'est quand les services, en tout cas pour le département, ce sont les services publics qui se rapprochent de l'habitant. Il y a des bus France Service qui sont aujourd'hui déployés sur le territoire, et notamment sur un secteur d'expérimentation sur la communauté de communes des Loges, qui permet de porter le service public au plus près, éviter aux gens de se déplacer, puisque je vous disais aussi l'animation et la sensibilisation. Donc sur cette partie multi-énergie et le sujet de l'avitaillement. Donc pour le département, deux angles de stratégie. La stratégie désir, on vient de lancer donc sur l'année 2023 un schéma directeur d'implantation des bornes de recharge électrique à l'échelle départementale, en construisant aussi avec les EPCI qui sont en charge de ces sujets-là, et derrière avec la métropole, puisque l'idée ensuite c'est d'une part de maintenir des coûts de raccordement par Enedis qui sont acceptables pour l'implantation de ces bornes. Si on n'a pas de schéma directeur, aujourd'hui, les réfactions de prix sur les raccordements électriques ne sont plus opérants. Ça veut dire que si on ne fait pas de schéma directeur, demain, le territoire du Loiret sera sans doute en retrait par rapport à d'autres territoires. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, on termine ce schéma, et il faut qu'il y ait tout un levier administratif très complexe sur des transferts de compétences qui s'opèrent. On va dire qu'entre collectivités, ça va être un peu notre tambouille. Derrière, sera mis en place un modèle économique pour aller compléter l'offre privée, puisqu'on a déjà beaucoup d'offres privées sur le territoire, mais on a un certain nombre de trous, on va dire, dans la raquette, où il faut compléter l'offre en bornes électriques ouverte au public. Donc plusieurs maîtres d'ouvrage sur tous ces sujets-là, et le département va lui tenter effectivement d'assembler tout ça et de trouver le meilleur modèle économique. Donc soit ce sera un groupement de commandes avec l'ensemble, en prenant en compte les particularités de chaque territoire, puisque certains ont déjà pris ces investissements en main. Et puis l'autre sujet, c'est le multi-énergie. Et là, M. Lefebvre parlait de projets de stations multi-énergie. En tout cas, le département a en charge des infrastructures sur lesquelles on a des propriétés de stations d'énergie, donc de stations en service aujourd'hui qui sont plutôt sur des modèles très ancienne génération. Et donc là, c'est le cas notamment de Mardier en arrivée sur la partie est orléanaise. Donc on a deux concessions, une Total et une Shell aujourd'hui, qui sont en fin de concession. Donc nous, l'objectif, c'est de relancer des concessions avec effectivement du multi-énergie. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec Karine Ramaille, Madame Lheureux notamment, sur les possibilités de raccordement physique au réseau gaz, pour savoir si le GNV pourrait être, bio-GNV pourrait être une possibilité intéressante. Et là, en fait, c'est là où on a besoin de vous en tant que département. Et pour rejoindre le sujet des usages que vous évoquiez,
c'est qu'on est on a lancé donc avec Karine une enquête ouverte à tous les partenaires privés, publics sur le sujet pour connaître vos besoins et savoir si demain, effectivement, l'idée c'est d'avoir un peu un benchmark et une enquête de potentiel pour que nos futurs concessionnaires puissent évaluer les investissements et ensuite à la collectivité de voir s'il y a des sujets de portage public dans ces montages. Mais en tout cas, on veut initier ce choix du multi-énergie sur le département du Loiret. Donc elle est en ligne, si vous connectez sur loiret.fr, vous allez pouvoir remplir un petit questionnaire qui de 3 minutes, Karine. Voilà, on a essayé de faire assez court, mais en tout cas, ça va nous donner l'entrée d'informations sur quelles sont aujourd'hui vos perspectives sur vos besoins en matière de GNV. Bien sûr, ce multi-énergie, on lui demandera bien sûr des bornes électriques et souvent des bornes rapides. Alors après, le réseau, je ne sais pas s'il permettra de faire, je me retourne vers Madame Laurie sur la partie Enedis, si le réseau nous permettra de faire du super lourd, parce qu'on a un besoin aussi par rapport au transport routier. Sur ces aires-là de Mardier, il faut savoir qu'on a quand même pas mal de fonciers disponibles départemental, donc on a du vivier de développement sur ces stations. Le sujet du stationnement poids lourd et du service à apporter à cette économie-là est un souci aussi pour le département. C'est comment on apporte des structures qui permettent d'accueillir ces transports routiers dans de bonnes conditions. On sait que le département du Loiret, on est le grenier un petit peu de l'Île-de-France, donc on a un transit qui n'est pas négligeable, on a des bases logistiques à proximité. Malgré tout, aujourd'hui, ces transports poids lourds, on les retrouve parfois en bord d'accotement, sur des sites dans les communes qui ne sont pas dédiés à ce genre de choses. Et puis après, il y a un sujet sanitaire aussi pour les chauffeurs de ces équipements-là. D'où l'idée aussi du président sur nos stations de Mardier, d'aller voir comment on peut développer l'accueil qui soit un petit peu plus structuré que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est Mardier. Et on a lancé, on a un AMO, un assistant de maîtrise d'ouvrage qui nous suit sur ce dossier-là. Il vient d'être mis en place, il va lancer les consultations l'année prochaine et on espère que fin 2025, début 2026, ces stations multi-énergie seront en production. Ensuite, on a un autre foncier qui est disponible et qui est plutôt bien placé à notre avis. C'est celui qui est à proximité de l'échangeur de l'A77 et là il concerne directement votre territoire. Il est sur la commune de Villemandeur. Donc à la sortie vers le giratoire, effectivement, un foncier qui permettrait également de mettre en place une concession de station multi-énergie. Donc là aussi, on fera un peu la même démarche, et je crois que c'est une démarche partenariale d'ailleurs qu'on engagera sur les besoins du territoire. Effectivement, on compte notamment aussi les transporteurs, on va dire bus, autocars, parce que sur ces distances-là, on imagine que si vous avez une station de ravitaillement à l'est d'Orléans et une station d'avitaillement sur le Montargois à Villemandeur, ça peut être intéressant effectivement de développer. Donc c'est un petit peu le même sujet que dans la Vendée. On va essayer d'investir ces sujets-là. Aujourd'hui, les usages ne sont pas tout à fait en place, mais l'idée c'est de pouvoir effectivement susciter l'envie et assurer aussi du portage de ce type de projet par le département. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sandrine? Moi, je veux bien faire une réponse. Madame vous pouvez vous lever, nous présenter, madame? Oui, Marion Lovy, Enedis. Donc Enedis raccorde tous les utilisateurs sans discrimination, moyennant évidemment les études nécessaires pour le faire, et puis la disponibilité des solutions, puisqu'Alexandre vous a dit tout à l'heure que pour les super lourds, il faudrait attendre encore un petit peu. Merci. D'autres remarques ou questions? On a fait le tour. Les élus veulent... Madame Corby, vous voulez vous exprimer? Vous qui êtes à fond dans le développement durable. En fait, oui, tu l'as dit tout à l'heure, je félicite les agriculteurs qui ont été force de proposition sur notre territoire pour s'engager justement sur ces énergies renouvelables, etc. Et je regrette que les collectivités n'aient pas été force d'accompagnement. Voilà. Et mon souhait, c'est vraiment qu'on travaille ensemble maintenant.
pour essayer d'accélérer effectivement la mise en place de ces solutions qui sont là, qui existent. On voit que les territoires qui ont pris ces sujets en main préalablement ou bien avancés, c'est des modèles à suivre. Ils ont rencontré des difficultés, on évitera celles-ci. Mais donc voilà, je garde l'enthousiasme d'avoir un meilleur partenariat collectivité et porteurs de projets qui sont là et qui ont peut-être justement proposé des solutions un peu désorganisées par manque de concertation avec les collectivités publiques. Et donc on peut avoir effectivement des moyens de solution pour aller vers les stations d'avitaillement ou des choses comme ça, mais avec des constructions finalement de sites de production d'énergie renouvelable qui n'ont pas été localisés au meilleur endroit pour pouvoir répondre à un besoin. Voilà. Et donc si on se parle, et je pense qu'on arrivera à structurer beaucoup mieux ces projets qui sont... Voilà, on a des citoyens, des entreprises, des agriculteurs qui sont force de proposition, suivez et accompagnez. Voilà. Oui, parce que donc tout à l'heure, oui, il était dit que entre autres, mais c'était en 2016, je ne sais pas comment ça se passerait à l'heure actuelle, le méthaniseur de Châteaurnard s'est fait sans aucun fonds public, en toute autonomie. Hein. Et puis après, effectivement, au-delà, c'est un projet. Je pense aussi, dernièrement, on avait une réunion avec la 3CBO, il y avait eu cette, je ne sais plus quel vice-président, je crois, Hamon de Chuel, qui sollicitait les élus pour aller très vite dans leur réflexion concernant le PLUIH, c'est ça qui devait être inscrit dans ce cadre-là, de quelles étaient les possibilités de terrain pour accueillir du photovoltaïque ou de l'éolien, en se disant il vaut mieux être force de proposition qu'après subir ce qui... Monsieur Larcheron, vous faites... L'un n'évite pas l'autre. L'un n'évite pas l'autre. En effet, après de subir la loi, comme tu le dis. Hein? De toute façon. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Merci Sandrine. Un tout petit sujet. Le département a également créé donc une SEM, une société d'économie mixte Loiret Énergie, qui porte aussi des parcs photovoltaïques. Donc nous, on est plutôt sur de l'agri-photovoltaïque, puisqu'on a aussi peut-être c'est le foncier aussi qui fait qu'on n'a peut-être pas tout à fait le même territoire qu'en Vendée. Et là, il y a un projet donc à Saint-Cyr-en-Val qui est plutôt en phase de préfaisabilité et 43 MW crête quand même potentiellement, avec potentiellement aussi de l'hydrogène avec un électrolyseur dans un deuxième temps. On a déjà des contacts avec des partenaires comme FM Logistique qui ont été pris par le département. Donc c'est aussi un autre outil départemental pour développer aussi les énergies durables. Alors il n'y a pas encore des sujets de projet de méthaniseur en accompagnement avec les agriculteurs, mais peut-être que le président, c'est peut-être un sujet à évoquer avec lui. Oui, il est peut-être bien placé pour. Bon, écoutez, Thomas, tu es d'accord pour clore cette passionnante matinée? On a appris plein de choses et on a rencontré plein de gens passionnants. Enfin, c'est bon. Après, vous êtes libre de ne pas partager mon opinion. En plus, étant donné qu'on a parlé de ces agriculteurs à de nombreuses reprises, qu'on a salué leurs initiatives, c'était, je trouve, formidable d'être là dans ce Chénois qui nous accueille. C'est un très beau symbole. Et puis, merci Denise de nous préparer, suite à ça, un cocktail de clôture en direct du producteur, comme on dit. Tu as peut-être même le nom de tous les... Non, mais c'est affiché à l'entrée. C'est affiché à l'entrée, je croyais qu'on allait le voir là. Ah, bon, donc vous pouvez vous informer de tous les producteurs qui ont été sollicités pour créer ce cocktail qu'on vous propose. Et puis moi, je prends ma liberté de micro pour vous dire que les très bonnes viennoiseries qui ont été offertes ce
matin viennent de mon boulanger préféré dans le Gâtinais, parce que je ne dois pas en connaître d'autres super, qui doivent être super. C'est le boulanger de la Selle-sur-le-Biais, les délices de la Cléry, et je vous assure que ça méritait le gasoil que j'ai cramé ce matin pour aller les chercher dans ma vieille bagnole pourrie. Voilà, ça c'est dit. On voulait aussi vous dire quand même que... pourquoi on voulait vous dire ça, je sais pas, parce que c'est sympa. Il y a la légumerie de la Pagaie, qui se trouve à Châteaurnard en l'occurrence, la Pagaie qui lance des paniers légumes. Ouais, on a vu ça avec Sébastien Cobet tout à l'heure. Il lance des paniers légumes pour les consommateurs lambda, comme moi, comme vous. Sont des paniers légumes qui sont pas chers, des légumes qui sont tout chiffonné, tu dis, tout coupé en petits morceaux. Alors moi je m'en fous, j'adore couper les légumes. Mais bon, vous pouvez les acheter à partir du 13 octobre à leur éco-jardin. Il faut se faire connaître sur leur site. Donc c'est bien, c'est du local, c'est du circuit court, c'est tout ça, tout ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est bien de soutenir cette nouvelle initiative de la Pagaie, et j'aimerais bien qu'on puisse aller les chercher à Château-Renard, ces légumes, ça m'intéresserait quand même, plutôt que de venir les chercher dans le coin. Et puis c'est tout. Et dernière chose, pensez à l'enquête donc qu'on vous propose. Il y a une enquête, cette enquête pour l'intérêt que vous portez sur les énergies alternatives pour la mobilité. Il faut que vous en disiez plus en ligne. Thomas, c'est quand qu'on peut faire ça? C'est tout de suite? Alors non, donc ça sera en complément de C'est en l'enquête du complément de département notre qui va être- enquête. donc ça va être préparé prochainement. À l'automne. Dernière chose, j'allais oublier quand même, ça c'est pas sympa, mon copain Pascal Weber qui est là, voilà. Pascal Weber entre Loire et Loire, c'est lui qui a fait la captation de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et ça sera prochainement mis en ligne par là. Et puis en petits morceaux. Comme ça, vous aurez plusieurs soirées à passer, à re-regarder tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est trop génial. Voilà, merci à tous. Ce fut un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Et il y a les véhicules dehors, les super... Denis, si on veut s'acheter un camion électrique, c'est maintenant ou jamais. Il y a la voiture de la commune. Il y a la voiture de la commune qui est électrique. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Au revoir.